Ben, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va déclencher cet événement-là à un moment donné quand il veut le déclencher. D'accord? Voilà. Moi, j'attends jusqu'à ce que monsieur termine d'exécuter telle procédure. Eh bien, bien sûr, le processus, quand il va terminer, juste avant de terminer l'exécution d'une procédure que j'attends moi, d'accord? Eh bien, il va déclencher un événement correspondant à ça. Et ça me permet de me réveiller pour continuer le travail. OK? Donc, on a besoin de ces deux primitives-là. Alors, l'événement, comme on a dit tout à l'heure, donc quand je veux faire une action sur un processus pour bloquer ou bien pour réveiller, l'action peut être mémorisée ou non mémorisée. Je garde le signal ou non. D'accord? Déclencher un événement, bon, déclencher un événement, en réalité, ça permet de voir s'il y a des processus qui attendent actuellement l'événement quand j'exécute cette opération-là. S'il y a des processus, je les réveille. Mais s'il n'y a pas de processus, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais mémoriser le déclenchement de l'événement ou là je dis, bon, c'est perdu, c'est bon. Le processus, quand il va attendre l'événement, il va se bloquer. Voilà l'idée. Donc, c'est la mémorisation au nom de l'événement. Alors, on va parler en premier des événements mémorisés. Donc, en résumé, on a un événement, on a une liste d'événements qui sont connus. Un processus peut déclencher n'importe quel événement qu'il veut. Un processus peut attendre n'importe quel événement qu'il veut et à tout instant. La même chose ici. Et l'événement peut être mémorisé ou non, mais là, on s'intéresse aux événements mémorisés. Alors, l'événement, donc, il va être, on va le considérer comme étant une variable booléenne qui peut prendre 0 ou 1. 0, c'est acquitté, c'est-à-dire n'est pas déclenché. 1, ça veut dire mémorisé. Voilà. Donc, quand je déclenche un événement, et s'il n'y a pas de processus qui l'attend, eh bien, je vais le mettre à 1. OK? Alors, justement, on a les deux primitives avec ce type d'événement-là. Déclencher E, attendre E. Un processus, quand il veut exécuter attendre E, qu'est-ce qui va se passer? Bon, s'il trouve que E est égal à 0, il est acquitté, et bien, il va se bloquer. D'accord? C'est ce qu'on a dit ici. Si l'événement est égal à 1, ça veut dire que quelqu'un l'a déclenché auparavant, il a mis un 1. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le processus ne se bloque pas. Donc, je me bloque si seulement si l'événement attendu n'est pas mémorisé. Ça veut dire qu'il n'est pas à 1, il est à 0. Par contre, s'il y a un 1, je ne me bloque pas, je passe. Voilà, ça c'est l'exécution de la primitive attendre. Maintenant, la primitive déclencher. Quand un processus exécute la primitive déclencher un événement, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, j'ai oublié de vous dire qu'un événement, on a une file d'attente. D'accord? Bon, en principe, je dois l'ajouter ici. Il y a une file d'attente à un événement. D'accord? Euh, c'est comme le sémaphore, donc c'est une liste de processus qui attendent l'événement. Hein, ils ont exécuté attendre E, attendre, 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 ils attendent. Donc, ils sont dans une file d'attente, bien dans la file d'attente associée à l'événement E. Bien. Voilà. Alors, quand un processus exécute déclenché E, sachant qu'il y a plusieurs processus qui sont bloqués dans l'événement, hein, dans la file associée à l'événement, alors tout dépend des systèmes d'exploitation, des implémentations. Soit qu'on réveille un seul processus, le premier en général, qui est bloqué, soit qu'on réveille tous les processus qu'il a. Mais on veut être logique, d'accord? Moi, j'attends un événement. Quelqu'un vient déclencher l'événement. Donc, il n'y a pas de raison de réveiller un seul. Il faut réveiller tout le monde. Tous ceux qui attendent l'événement, ça, c'est plus logique. D'accord? Donc, le cas général qu'on va utiliser nous, on va supposer que quand on déclenche un événement par un processus, et il y a beaucoup de processus qui attendent l'événement, et bien, tous ces processus-là vont être réveillés. À moins que si je vous dis le contraire. OK? Voilà. Donc, je résume. Quand j'exécute attendre E, je me bloque si l'événement n'est pas mémorisé. Et à ce moment-là, c'est bon. S'il est mémorisé, il y a 1, je la quitte, je le remets à 0, et puis je ne me bloque pas. Le déclenchement de l'événement, s'il y a un ou plusieurs processus qui l'attendent, eh ben, ils vont être réveillés, vont continuer juste après. S'il n'y a aucun processus qui est bloqué, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on se contente de mémoriser l'événement. On le met à son état. On va exprimer donc une application, c'est l'expression d'un rendez-vous de deux processus. Vous avez deux processus.
P1 et P2, ils vont s'attendre mutuellement à leurs points respectifs d'exécution, à des points bien précis. C'est-à-dire, P1 il va s'exécuter, il arrive à un certain point, il se dit, bon, j'attends que P2 arrive vers le point aussi qui est convenu chez lui. Quand il arrive à ce point-là, bon, je continue, bien sûr, lui aussi, il continue, c'est un rendez-vous. Voilà le rendez-vous. Alors, comment on va le faire? Justement, vous avez processus P1 et P2. Un processus, P1 ou bien P2, il va s'exécuter, hein, P1 par exemple, jusqu'à un moment donné où il arrive au point de rencontre. Là aussi, il a un point de rencontre, mais bon, il est en train d'exécuter des instructions. Alors, le processus P1, quand il arrive au point de rencontre, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va directement attendre que l'autre processus arrive? Bah, s'il fait cela, ça veut dire que l'autre fait la même chose. Il va attendre parce que la solution doit être symétrique. On aura un blocage mutuel. Les deux vont arriver, vont attendre tous les deux. Personne ne déclenchera l'événement. C'est bon, ils vont se bloquer indéfiniment. Ça ne marche pas comme ça. OK? Donc, l'idée est que le processus, quand il arrive au point de rendez-vous, avant d'attendre l'événement que l'autre processus arrive, hein, j'attends que l'autre processus arrive à ce point, c'est ça l'événement, je dois dire, hein, je dois annoncer mon arrivée. Donc, je dois déclencher un événement qui dit que je suis arrivé au point de rendez-vous. Alors, c'est pour cela, voilà ce que je vais faire. Donc, le processus P1 va utiliser l'événement E1. E1 signifie que, s'il y a initialisé 1, ça veut dire que le processus P1 est arrivé à son point de rendez-vous. Donc, quand il arrive au point de rendez-vous, il va déclencher l'événement E1. Bien entendu, le processus P2 va faire la même chose symétriquement, mais il va utiliser l'événement E2 parce que ça le concerne, oui. Ce n'est pas le même événement. Moi, je suis arrivé à ce point-là. Celui-là est arrivé à ce point-là. Ce sont deux événements différents. Ils sont similaires, mais différents. OK? Et par la suite, qu'est-ce que va faire P1? Une fois qu'il a annoncé son arrivée par le déclenchement de l'événement E1, il va juste après se dire, bon, ça y est, maintenant, je vais attendre que le processus P2 arrive au point de rendez-vous. Donc, j'attends que le processus P2 déclenche l'événement E2. Voilà. Donc, je vais attendre E2. Et bien sûr, symétriquement, P2, il va dire la même chose. Je vais attendre que P1 arrive au point de rendez-vous. Donc, il déclenche l'événement 1. J'attends l'événement 1. Voilà. Alors, ça, c'est la solution. Maintenant, on va ici de la dérouler. Pardon. On va la dérouler avec tous les cas possibles d'exécution. On va supposer que P1, donc on a deux événements E1 et E2 qui sont acquittés au départ, ils sont à 0. Le processus P1 exécute des choses ici, puis à un moment donné, il va déclencher l'événement E1. On suppose que P2 n'est pas encore arrivé. Il est quelque part ici. P1, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déclencher l'événement E1. L'événement E1. OK? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend l'événement 1? Il n'y a aucun processus qui attend l'événement E1. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le processus va se bloquer parce que E1 est à 0. Pardon, je m'excuse. C'est le déclenchement. Alors, je reprends. Donc, j'ai dit déclencher E1 veut dire que tout d'abord, je vais voir est-ce qu'il y a quelqu'un qui est bloqué en attente de l'événement E1. Il n'y a personne. Ça doit être P2, mais P2 n'est pas encore là. Il n'a pas exécuté attendre E1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je déclenche l'événement en le mémorisant. Donc, je mets E1 égale à 1. Voilà, E1 est égal à 1. Juste après, je vais attendre l'événement E2. J'exécute cette primitive-là. Il se trouve que E2 est égal à 0 parce que P2 n'a pas encore déclenché E2. Et bien, je me bloque. C'est bien, je me bloque parce que P2 n'est pas encore arrivé. C'est tout à fait normal. Le point de rendez-vous, c'est logique. Mais dès qu'il arrive, normalement, je dois me débloquer. Alors, dès que P2 arrive, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déclencher E2. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend E2? Oui, il y a un dont la file d'attente s'appelle P2. Il va être réveillé. Et E2 est gardé à 0. Okay? Et je continue. Donc, ça y est, quand je suis arrivé, j'ai réveillé l'autre, il continue. Ça, c'est très bien. Mais moi, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Parce que P1 m'a mémorisé l'événement, E1 est égal à 1. Quand il est venu, quand j'exécute attendre E1, je le trouve est égal à 1, il est mémorisé, donc je le remets à 0 et je continue. Voilà, je l'acquitte, hein, l'acquittement, et l'acquittement veut dire le mettre à 0. Ce n'est pas l'acquittement d'un message, hein, c'est pas ça.
pas d'acquittement de message ici. OK. Je le mets à 0. Et je continue, je ne me bloque pas. C'est très bien. Donc, on a mis P1 est venu en premier, c'est bloqué. P2, quand il est arrivé, les deux, P1 a été débloqué et P2 ne s'est pas bloqué. Donc, les deux ont continué. Inversement, la même chose. Si les deux viennent, si P2 arrive en premier, P1 après, c'est la même chose. C'est symétrique. Hein? Je n'ai pas le déroulé. Maintenant, si les deux arrivent simultanément, si les deux arrivent simultanément, moi, je vais déclencher E1, lui, il va déclencher E2. Les deux vont trouver qu'il n'y a personne qui attend ni E1 ni E2. Ils vont les mettre à 1, 1, 1. Les deux continuent d'exécuter respectivement, attendre E2, attendre E1. Eh bien, ils ne vont pas se bloquer, mais ils vont les acquitter. C'est très bien, parce que le rendez-vous est exprimé. Les deux sont là, sont arrivés au point de rendez-vous. Voilà, Shabab. Donc, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Ça va, ça va, ça va. سكوت علامة الفهم ولا لا لا؟ Oui, alhamdoulilah, je suis d'accord. Je suis content en tout cas. C'est partagé par tout le monde, bien sûr. Les autres, s'il vous plaît. Ça va, فهمتوا؟ الله يبارك. Dans quel cas on utilise les... C'est dans la synchronisation. Dans la synchronisation, je reviendrai à la fin avec une petite remarque après. Hein. Vous allez voir que les événements sont très, très importants, surtout dans les systèmes distribués. Dans les systèmes distribués. Bien, c'est comme les sémaphores, mais vous allez voir que les événements sont trop rigides. Ils sont délicats à utiliser comme outil de synchronisation. C'est pour cela qu'on ne les utilise pas beaucoup dans les systèmes centralisés. Par contre, dans les systèmes distribués, ils sont vraiment actualisés. Alors, je vais revenir, mais ils sont utilisés d'une autre manière. Hein, parce que là, ce que je vous donne là, c'est vraiment primitif. Hein, c'est la base de l'qaïda. On a fait le hadith al-asfali. OK, Shabab. Voilà, l'événement, c'est quelque chose de... Oui, je vais vous donner l'idée. Hein. Bien, moi j'en ai travaillé au magistère sur les événements, hein, en 1989, 90, 91, voilà, jusqu'à 92. J'ai travaillé sur les événements dans le magistère, dans le projet de magistère. Bon, on va continuer. Les événements mémorisés, toujours. Maintenant, on va exprimer un rendez-vous de 3 processus. Bon, vous avez 3 processus. Si on essaye de faire de la même manière que tout à l'heure, P1, quand il arrive, il dit je déclenche E1, déclencher E2, déclencher E3, respectivement pour P2 et P3. D'accord? On va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est viable cette solution-là? Oui, déclencher E1, déclencher E2, déclencher E3. C'est normal. C'est P1 de fait comme ça. Les autres, il n'y a pas de raison de faire autre chose. Donc, il faut que ça soit symétrique. OK. Maintenant, quand P1 déclenche l'événement 1, qu'est-ce qu'il va dire? Je vais attendre que P2 arrive au point donc qu'il déclenche E2. J'attends aussi que P3 arrive, qu'il déclenche E3. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre E2 parce que c'est tout ce que je connais. Et je vais attendre après E3. Voilà. Et on fait de la même manière pour les autres. Mais est-ce que la solution est correcte? Vous allez voir qu'elle n'est pas correcte. On ne peut pas généraliser bêtement ce qu'on a fait pour deux processus. Il y a un cas particulier, ça a marché. Mais 3 et plus, ça ne marche pas de cette manière. Là, vous allez voir justement un des problèmes des événements. On va dérouler. Voilà, c'est tout ce qu'on a comme outil pour ici de déroulement. On va supposer que P1 arrive. Les 3 événements sont à 0, c'est des événements mémorisés. 1, 0, 2, 0, 3, 0. OK. Déclencher E1 veut dire mettre E1, P2 et P3 ne sont pas encore arrivés. Hein. Déclencher E1 est égal à 0 veut dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend E1? Il n'y a personne pour le moment. Personne n'a exécuté à attendre E1. D'accord? Là, bien sûr, le processus P2, je ne l'ai pas dit, il va attendre que P1 arrive, donc déclenche E1, et P3 arrive, déclenche E3. P3 attend que P1 arrive, et P2 arrive, déclenchement de 1 et E2. Voilà, donc on a écrit correctement les choses, mais malheureusement, vous allez voir que ça ne fonctionne pas. Déclencher E1, est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend E1? Il n'y a personne, donc je vais mettre E1 égale à 1. Souris. Voilà, mémorisation. E1 égale à 1.
Je vais attendre E2. E2 est égal à 0. Hein? Donc, il n'y a que E1 qui est égal. Hein? Les autres sont à 0. Donc, je me bloque. J'attends. OK. P2 arrive. Déclencher E2. Personne n'attend E2. Il va le... Ah, pardon, je m'excuse. Il y a quelqu'un qui attend E2. C'est P1. Il va être réveillé. Il va être réveillé. Donc, il va aller exécuter, attendre E3. Bah, exécuter, attendre E3. E3 est égal à 0. Donc, il va se bloquer. Moi, donc, c'est bon. J'ai réveillé le processus. Je continue. Je vais attendre l'événement E1. Mais E1 est égal à 1. Maintenant, E2, il est gardé à 0 hein, parce que j'ai réveillé quelqu'un. Je la quitte, c'est bon. J'attends E1. E1 est égal à 1, donc je n'attends pas, je ne me bloque pas. D'accord? Voilà, je le remets à 0, je la quitte et je sors. Mais j'attends E3 parce que E3 est égal à 0. Vous remarquez que P1 et P2 attendent E3. Les deux attendent que le processus P3 arrive. Très bien. Processus P3, quand il arrive, va déclencher E3. C'est normal pour dire que je suis arrivé au point de rendez-vous. OK. Qu'est-ce que vous dire par bloqué? Hein? Alors, le premier qui arrive à attendre E1 va acquitter l'événement, le deuxième restera bloqué. Alors, bon, je continue, c'est un peu ça, je continue, d'accord? P3 arrive, il va déclencher E3. Maintenant, tous les événements sont à 0. N'oubliez pas, hein, ils sont à 0. E1, E2, E3, les autres, je ne les ai pas représentés, donc ils sont à 0. Mais E1, parce qu'il était à 1, je le remets à 0, c'est tout. OK? Déclencher E3. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend E3? Oui, il y en a deux, P1 et P2. Les deux. Alors, j'ai dit, on va opter pour réveiller tout le monde. Il va réveiller tous les deux. Les deux vont continuer, c'est très bien, c'est ce qu'on veut. Mais E3 va rester égal à 0. Alors, qu'est-ce qui va se passer après quand j'exécute? Ils vont passer, mais moi, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Je vais me bloquer. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé E1 égal à 0. E1 a été acquitté à quel moment? A été acquitté quand P2 a exécuté attendre E1. L'a acquitté pour lui. Il l'a remis à 0. Il n'a rien gardé pour P3. Voilà l'idée. Il l'a mis à 0. Donc, voilà. Voilà le problème. Le problème de ça. Et alors, la source du problème, c'est quoi? C'est que quand P1 est venu pour dire que je suis arrivé au point de rendez-vous, pour lui, il voulait le dire à tout le monde. Je suis arrivé au point de rendez-vous en disant que 1 égale à 1 si personne n'attend. Mais le problème, c'est que le premier qui arrive pour exécuter attendre E1, il ne va pas se bloquer, mais il va acquitter. Il ne laisse pas E1 à 1 pour les autres. Parce que c'est défini de cette manière-là. Donc, vouloir dire que je suis arrivé au point de rendez-vous avec un seul événement pour tout le monde, ce n'est pas vrai, ça ne marche pas. Et donc, c'est pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser plutôt deux événements. Je vais dire à E2 que je suis arrivé au point de rendez-vous, mais je vais dire à E3 aussi que je suis arrivé au point de rendez-vous. Donc, je vais déclencher deux événements. Un pour P2, qui va consommer, et un qui va être gardé, donc pour P3. Et là, finalement, chacun va utiliser deux événements, donc au total, on va utiliser 6 événements. Voilà la solution qu'on va retenir. Donc, je vais déclencher l'événement E1 pour 2. Je vais déclencher l'événement E1 pour 3. Celui-là va déclencher l'événement E2 pour 1, E2 pour 3, E3 pour 1, E3 pour 2. Voilà. Et ainsi, moi j'attends que 2 arrive au point de rendez-vous, qu'il me déclenche l'événement qui me concerne, E2 pour 1 et E3 pour 1. Celui-là c'est E1 pour moi, pour 2, et E3 pour moi. Là aussi, des E1 pour 3 et E2 pour 3. Donc, et on a couvert tout ici. Voilà. Ainsi, il y a la mémorisation. Alors, quand P1 arrive, il va déclencher E1 pour 2. Pour 2, c'est 2 qui va le consommer. Voilà, il est spécifique à 2. Je vais déclencher parce qu'il n'y a personne qui attend, donc je le mets à 1. Parce qu'il n'y a personne qui attend, je le mets à 1. 1 pour 3. Je dis à 2, je suis arrivé, je dis à 3, je suis arrivé. À travers cela. Et je vais attendre que 2 me déclenche l'événement E de 1 quand il arrive. Pour le moment, il ne l'est pas. D'accord? Bon, j'attends. Quand P2 arrive, il va déclencher l'événement pour moi.
Il se trouve que moi, je suis en attente directement maintenant dans l'événement. Il ne me reste pas, il va juste me réveiller. Il va me réveiller. Moi, quand il me réveille, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais faire? Je vais attendre E3 pour 1 parce que 3 n'a pas encore déclenché l'événement. D'accord? Il est à 0. Je me bloque. OK. P1 m'a réveillé. OK, parce qu'il vient d'arriver. Maintenant, P2, pardon. P2 m'a réveillé. P2, donc, il va sortir. Donc, il va pas, il va laisser E2 1 à quitter à 0. Il va déclencher l'événement E2 3. E2 pour 3. Je dis à 3, je suis arrivé. Il le met à 1 parce que 3 n'est pas là. Mais 3. Alors, je vais tenter d'attendre l'événement de l'arrivée de P1. P1 est arrivé, donc il a mis à 1, c'est bon. Je ne me bloque pas. OK, donc je le mets à 0. Voilà, je le mets à 0. Et je vais attendre que 3 arrive parce que 3 n'est pas encore là. Donc, c'est une attente. J'attends. Quand 3 arrive, vous remarquez que les processus P1 et P2 attendent. J'attends l'événement qui m'est propre et j'attends l'événement qui m'est propre aussi. P3, quand il arrive, va déclencher l'événement pour 1, 3 pour 1. Donc, il va trouver que monsieur P1 est bloqué, il va le réveiller, il passe, et c'est tout, lui, donc il le laisse acquitter. Et il va déclencher l'événement 3 pour 2, qui est bloqué. Vous voyez, ce sont deux événements différents. Hein, vous voyez, un pour le 1 et un autre pour le 2. Il est bloqué, je le réveille, et c'est tout, je le laisse acquitter. Et moi, quand je vais essayer d'attendre les événements, ils sont mémorisés pour moi, parce qu'ils m'ont déclenché des événements pour moi. Donc, attendre E pour 3, il devient 0, je passe. Et attendre 2 pour 3 devient 0, et je passe. Et c'est très bien, le rendez-vous est expiré. Les deux sont arrivés. P1 et P2, P3, P1 s'est bloqué, P2 s'est bloqué, P3 quand il est arrivé, il a réveillé tout le monde, lui, il ne s'est pas bloqué, donc voilà, le rendez-vous est exprimé. Et donc, ça marche. Bon, j'ai donné cet ordre d'arrivée. Maintenant, il se pourrait que ce soit P2 qui arrive en premier, P3 en premier. On peut aussi faire d'autres manières de dérouler, hein, donc d'autres cas où les processus vont arriver simultanément et ça marchera impeccablement tout le temps. Je n'ai pas le temps de faire ce travail-là parce que ça prend beaucoup de temps. La fonction déclencher veut dire débloquer tous les processus qui attendent cet événement. D'accord? Voilà. S'ils sont bloqués, s'ils ne sont pas bloqués, je vais mettre l'événement E en paramètre A1 et je mémorise. OK? OK? Il y a autre chose? Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, les autres collègues? Les autres shabab? Vous remarquez bien que, voilà, pour un simple rendez-vous, on est obligé d'utiliser 6 événements pour 3 processus. Si on a un processus, combien d'événements on va utiliser? Écrivez-moi dans le chat, s'il vous plaît. Combien d'événements on va utiliser pour un processus? Combien au total d'événements? 2 fois n au carré. Et il y a une autre solution? C'est solution, voilà, n fois n moins 1 événements. Parce que P1, comme ici, il va déclencher et il va utiliser 2 événements, un pour P2 et un pour P3. Donc n-1. n-1 pour n processus. Chacun n-1. Donc ils sont n, donc n fois n-1 événements. OK. Les événements non mémorisés. Bon, là, on ne va pas s'attarder. La différence est que quand j'exécute déclencher événement E, si il n'y a personne qui attend l'événement, dans 5 minutes, ça va se couper, donc on va se reconnecter chez vous. N'oubliez pas. OK? OK. Est-ce que, s'il vous plaît, Webex vous va bien? Ça va? Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas de difficultés? Monsieur le délégué, dites-moi, s'il vous plaît. Vous voyez, s'il y a des problèmes avec vos collègues, on va changer. Le Zoom, le Google Meet. L'avantage, c'est que là, je n'admets pas les étudiants, c'est tout. Et quand on se reconnecte, c'est le même lien. Donc, c'est bon, voyez. D'ailleurs, quand on commence le cours, on n'attendait pas mon email, là, d'accord? Le lien, c'est le même toujours. Vous pouvez utiliser l'ancien lien. OK? Moi, je le fais comme ça pour vous. Si vous avez passé par erreur, je ne sais pas moi. Mais sinon, c'est le même lien. Hein, donc, vous pouvez vous connecter avec le même lien. OK, donc pour moi, tout va bien.
D'accord? S'il n'y a pas de problème, s'il y a des problèmes, dites-le moi, s'il vous plaît, on va changer, et voilà. Donc, j'essaie de m'adapter par rapport à la situation. OK? Je continue avant que ça se coupe. Alors, un événement émis alors qu'aucun processus n'attend est perdu. Donc, ici, déclencher E, quand il y a personne qui attend E, la file vite, eh bien, je ne le mets pas E à A. Donc, quelqu'un plus tard, quand il vient pour attendre l'événement, bah, il n'est pas mémorisé, c'est tant pis, parce que. Donc, quand je déclenche l'événement, il faut que le processus soit en attente pour que ça fonctionne, pour qu'il y ait un effet, pour que je réveille. S'il n'est pas en attente, ça y est, c'est perdu, c'est comme si je n'ai rien. Voilà ceci. Et là, quand même, ça dépend des vitesses relatives d'exécution et on l'utilise souvent dans la commande de procédés industriels, hein, donc dans l'industrie, le temps réel. OK, quand on a quelque chose qui est important qu'on doit gérer en termes de temps, c'est-à-dire que si le temps passe, c'est caduque. Je veux vous affecter un travail maintenant, c'est très urgent. Je vous réveille, je déclenche l'événement. Si vous n'êtes pas présent, eh ben parce que juste après, quand vous allez être présent, c'est trop tard, l'événement, le moment n'est plus opportun. Il faut maintenant, on voit la ligne. D'accord? Donc ça devient caduque après. Ce n'est pas nécessaire. Donc c'est le temps réel. OK, Shabab? Donc ça dépend des vitesses relatives d'exécution des processus. C'est délicat comme utilisation. Concept avancé. Là, je vous donne une petite idée. Tout à l'heure, quand on a fait le rendez-vous de trois processus, souvenez-vous, la bonne solution, hein, donc on a utilisé six événements. Un processus va déclencher un événement, puis va déclencher un autre événement, et puis va attendre un événement, puis va attendre un autre événement. Là, c'est quand même contraignant. Moi, je veux attendre que P2 arrive et P3 arrive. Et P3 arrive. Donc, pourquoi ne pas utiliser dans la même primitive déclencher, attendre l'événement E2 pour 1 et E2 pour 2 et E3 pour 1. E3 pour 1. J'attends les deux. Donc, au lieu d'utiliser un événement dans la primitive, j'utilise une expression booléenne sur des événements. Voilà une généralisation possible de l'événement. Par exemple, ici, au lieu de dire attendre E1 et après attendre E2, il a un O, oui, c'est plus flexible aussi. L'essentiel que l'un des deux se produit. Tout à l'heure, j'attends E1 et j'attends E2. Vous voyez, il faut que les deux. Je ne peux exprimer que le et, mais le ou, je ne peux pas l'exprimer. C'est délicat, vous voyez. Mais avec cette manière-là de faire, hein, si on arrive à exprimer de cette manière-là, les conditions booléennes, j'attends que E1 se produit ou bien E2, peu importe l'un des deux. Ça, c'est une façon de voir. J'attends que E1 se produit et E2, sinon E3, hein, ou bien E3. Vous voyez, donc je peux imaginer une expression booléenne sur les événements. Et je peux aller encore beaucoup plus loin que ça, parce qu'un événement, c'est quoi? Un événement, c'est une exécution de quelques instructions, un groupe d'instructions qui sont reconnues comme un événement. Hein, ça correspond à ça. D'accord? Et donc, l'événement, je peux l'assimiler, comme j'ai dit, on peut parler d'événements définis. Je peux définir l'événement. Donc, mon processus, je peux le découper en événements. Une partie, c'est l'événement E1, une autre partie, c'est l'événement E2, une autre partie, c'est l'événement E3. Et donc, mon processus, je peux le décrire comme étant E1, puis E2, puis E3. Donc, il y a trois événements qui se sont produits. C'est l'exécution de trois événements. C'est comme s'il met déclenché E1, déclenché E2, déclenché E3. Donc, c'est l'exécution de E1, puis donc j'utilise un opérateur, là c'est l'opérateur booléen et ou, mais je peux utiliser un autre opérateur qu'on appelle l'opérateur de séquentialité. E1, flèche, E2, E1, puis E2, puis E3, c'est la séquentialité. Et ainsi, je peux
Vous êtes là? Vous m'entendez? OK. J'attends 30 secondes pour qu'il y ait d'autres collègues aussi qui se connectent. Bien, je continue. Je continue. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, en poussant le raisonnement plus loin, on peut imaginer donc la description d'un comportement, d'un processus à travers ces événements-là et en utilisant des opérateurs tels que l'opérateur de séquencement, l'opérateur de parallélisme, si on peut parler de parallélisme, l'opérateur de négation. Il y a pas mal d'opérateurs qu'on peut utiliser, en plus des opérateurs logiques qui sont les et les ou. OK? Voilà. Alors là, justement, comme j'ai dit, c'est très intéressant quand il s'agit de, par exemple, de mettre au point un programme. Mettre au point, ça veut dire corriger les erreurs. Dans un système, je dirais, distribué, pas centralisé, distribué, il y a plusieurs processus qui travaillent en parallèle et qui forment un algorithme distribué ou bien un programme distribué. Alors, si je veux observer l'exécution de ce programme-là, je suis obligé d'observer l'exécution de tous les processus. Ça, c'est très délicat, c'est pas évident. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye de faire une abstraction sur le comportement. Donc, on va décrire le comportement de l'algorithme ou bien du programme comme étant des événements. Un prédicat, c'est un prédicat hein, sur des événements. Donc, une expression booléenne. Il faut que l'événement E1 se produise en parallèle avec E2, puis l'événement E3, puis l'événement E5, ou bien les événements E6, etc. Donc, je peux décrire toute une expression de booléen qui va former un comportement. D'accord? Et là, on peut utiliser pour mettre au point le programme. Donc, vous avez le système d'exploitation. D'un côté, vous avez votre programme de l'autre côté. Vous allez dire, moi, je veux que mon programme se comporte de cette manière-là. Hein? Ça veut dire qu'il est correct comme ça. Je décris en termes d'événements, justement. Je vais lister comme ça, comme j'ai écrit ici, mais de manière plus compliquée. Et puis, le système, qu'est-ce qu'il va faire? Il va comparer l'exécution réelle qui se fait de tous les processus avec le comportement, hein, avec les événements que vous avez définis dans cette spécification-là, comme je viens de le dire, sous forme d'une expression. S'il y a un problème entre les deux, hop, il va vous dire qu'il y a un problème, il y a une disparité, ça ne se comporte pas comme vous avez prévu, et ça vous permet de détecter des erreurs. Donc voilà, ça c'est une manière de faire qui existe hein, dans le système distribué. Mais on peut faire encore autre chose. Par exemple, les points d'arrêt, vous savez les points d'arrêt, vous connaissez les points d'arrêt. Point d'arrêt veut dire quoi? Veut dire j'ai mon programme, je l'exécute par exemple pas à pas. J'exécute une instruction, je l'arrête, une autre instruction, je l'arrête, etc. Je vais voir le contenu des variables, etc. jusqu'à la fin. Ça, c'est ce qu'on appelle l'exécution pas par pas. Mais je peux ne pas arrêter le processus quand une instruction se termine, juste une instruction. Je peux arrêter le processus si un comportement est détecté. C'est-à-dire que si tel événement se produit, un autre se produit, puis un autre se produit, quand par exemple les trois se produisent, là, juste à la fin du troisième événement, j'arrête le processus. Eh bien, c'est les prédicats, ce qu'on appelle les points, les checkpoints, les points d'arrêt qu'on spécifie à l'aide des prédicats. Vous voyez que c'est vraiment utile là, les événements. Attention, oui, c'est vraiment très, très, très important. Alors, je ne vais pas aller plus loin. Euh, voilà, c'est tout. Je m'arrête là pour cette partie-là, parce que c'est la dernière partie du chapitre 2. On va aller au chapitre 3. Chapitre 3, chapitre 3. Le chapitre 3, on va essayer d'avancer. On va prendre même une petite partie du TD pour avancer dans le cours, pour que vous puissiez commencer votre TP pour les gens qui ont terminé. OK. Donc là, on terminera à temps. Et j'essaierai peut-être de vous faire, dans la limite du possible, peut-être la semaine prochaine, les évaluations de TP en ligne. En ligne, je vais vous en parler en tout cas, bon, dès que j'aurai un peu de temps, parce qu'actuellement, je suis un peu occupé.
Bien, communication entre processus, le troisième chapitre. Donc, on a dit quand il s'agit de faire la coordination entre les différents processus, on est amené à communiquer. Mais pour communiquer correctement, on a besoin de nous synchroniser. On a connu deux événements, deux outils de synchronisation qui sont les sémaphores et les événements. Et je dirais principalement les sémaphores. OK? Alors, donc, dans un système d'exploitation, les processus sont en compétition pour l'acquisition de ressources. Donc, vous avez un ensemble de processus qui s'exécutent parce que chacun a besoin de ressources, c'est tout à fait normal. Alors, il y a des ressources qu'on demande explicitement, il y a des ressources qui ont été données, que le système donne de manière implicite, sans qu'on lui demande. Par exemple, la mémoire pour exécuter le processus, et bien le processeur pour s'exécuter effectivement. OK? Entre autres. Ça, ils sont donnés d'office, mais d'autres ressources peuvent être demandées. Sachant que le nombre de ressources est limité, il y a plusieurs processus qui partagent les mêmes ressources, donc il y a une concurrence quant à l'accès, hein, ou bien une compétition. Et donc, du moment qu'il y a cette compétition-là, il peut y avoir des conflits d'accès aux ressources. Donc, il faut gérer correctement à travers la synchronisation. Très bien. Mais ça, c'est la compétition, mais aussi, ils sont en compétition pour l'acquisition de ressources, mais aussi ils sont en coopération pour réaliser des tâches communes. Dire qu'on coopère automatiquement implique la communication, c'est-à-dire que les processus doivent communiquer et pour qu'ils puissent communiquer correctement, ils doivent se synchroniser. Ça, on le sait maintenant. OK. Donc, ce qui nous intéresse là, c'est la communication. Alors, il y a deux modes de communication. Par partage de variables ou bien par échange de messages. Voilà les modes, les moyens, les méthodes de communication sont le partage de variables. On a une variable partagée, une simple variable, un fichier, un tableau, un enregistrement, tout ce que vous voulez. Bon, mais je résumerai ça en variable. OK? Donc, variable, dans la variable, on peut lire, on peut écrire. Bien. Dans ce cas-là, quand on partage les variables, bien sûr, il faut se synchroniser quand on communique. Mais là, la synchronisation doit être prise en charge par les processus eux-mêmes. C'est eux qui doivent se synchroniser. Par contre, quand on fait l'échange de messages, la synchronisation n'est pas nécessaire. Elle est nécessaire, bon. Mais ce que je veux dire pas nécessaire, c'est-à-dire que les processus ne sont pas amenés à faire une synchronisation explicitement, mais c'est le système qui prend en charge la synchronisation. Voilà ce que je veux dire. Là, c'est les processus qui se synchronisent eux-mêmes. Et là, c'est le système qui prend en charge, le système d'exploitation qui prend en charge la synchronisation de manière automatique. Alors, on va rentrer dans les détails petit à petit. Et là, quand on fait l'échange de messages, on a besoin d'au moins deux primitives qui sont envoyer message et recevoir message. Alors, on va commencer par la communication par partage de variables. Le modèle général, c'est comme ceci. Vous avez plusieurs processus, P1, P2 jusqu'à P1, et vous avez une zone commune de données. Bon, les processus, ils doivent accéder pour communiquer, donc accéder à cette zone partagée en lecture et en écriture. Donc, il faut gérer. Hein, le problème, ce n'est pas l'accès. Je peux dire X reçoit, il n'y a pas de problème, c'est très facile. D'accord? Le problème, ce n'est pas la mise à jour, mais c'est plutôt la synchronisation qui est un problème. La mise à jour, elle est facile. Encore, la lecture, elle est facile. A reçoit X. Mise à jour, X reçoit. Je peux le faire très rapidement. Mais avant de faire ça, je dois me synchroniser. Je dois m'assurer que je peux le faire. Et donc, le programme est déplacé vers la synchronisation. Voilà. Quand on communique, on doit assurer que la communication, bien s'assurer que la communication se fasse correctement. Par exemple, ici, vous avez une variable VP pour des variables partagées par P1 et P2. Bon, P1 va mettre X reçoit VP, P2 va mettre VP reçoit expression. Donc, il utilise VP en lecture, là, il utilise VP en écriture. Donc, on ne peut pas faire ça en parallèle, il faut se synchroniser. D'accord? Voilà. Donc, on a besoin d'outils de synchronisation. Très bien. Alors là, justement, dans la communication, on a déjà des modèles qui existent, des modèles prédéfinis. D'accord? Alors, un des modèles s'appelle le modèle du producteur-consommateur. Producteur-consommateur. Le terme est connu par tout le monde, mais maintenant, comment ça fonctionne l'informatique? Je produis de l'information, mon collègue consomme de l'information que j'ai produite.
Mais je dois, donc on a deux types de processus, le producteur qui produit des informations, le consommateur qui consomme l'information produite par le producteur. Alors, pour pouvoir communiquer l'information du producteur au consommateur, on a besoin d'un emplacement qu'on va utiliser pour la communication. Ça va être un tampon qui va être constitué de N cases, un tampon de N cases. Voilà le modèle. Le producteur va déposer dans une case, à la fois il dépose dans une case qui doit être disponible, doit être vide. Le consommateur prend d'une case qui est pleine, hein, c'est-à-dire là où il y a l'information. Là où il n'y a pas l'information, il ne va pas. Donc il est censé aller prendre l'information là où elle est. Là où elle n'est pas, il ne va pas la prendre. OK? Voilà l'idée de manière générale. Alors, une case contient une unité d'information. Par convention, on va te dire que le producteur, quand il produit de l'information, il produit la quantité nécessaire pour mettre dans une seule case. Une case ici. Ça peut être une variable supplémentaire, ça peut être une structure, ça peut être un tableau, hein, peu importe. L'essentiel pour moi, c'est une case. C'est un article. Je dépose ici, ou bien ici, ou bien ici. Là aussi, vide. OK? Alors, le tampon, il est de taille, on l'appelle tampon, il est de taille N. Donc, il peut contenir N informations, donc, parce qu'il y a N cases. Donc, une case contient une unité d'information. Le producteur dépose une unité d'information à la fois. Ça, c'est des contraintes qu'on va essayer de suivre, hein, dans ce modèle-là. Hein, quand il produit une seule unité d'information et elle va être déposée dans une case, sur une case vide. Le consommateur prélève une unité d'information à la fois lui aussi. Quand s'il veut prélever une autre, il va revenir. Il prélève et revient pour prévenir, okay, pour prélever, pardon. On a besoin de deux primitives. Une pour déposer article, donc c'est utilisé par le producteur. Il dépose un article dans une case là où il n'y a pas d'information, on va la remplir. Et le consommateur, lui, il va prélever un article d'une case qui contient l'information. Celle qui est vide, il ne va pas y aller. D'accord? Voilà. Maintenant, les contraintes d'accès. Les contraintes d'accès au tampon. On va supposer qu'on a une variable partagée, qu'on est le producteur, le consommateur, elle est partagée, qui indique le nombre d'articles dans le tampon à un moment donné. Ça veut dire le nombre de cases pleines. S'il y a ces trois cases-là qui sont pleines, donc NB va être égal à 3. NB ne va pas indiquer là où elles sont. Non, il va dire qu'il y en a trois cases pleines, c'est tout. Il y a trois informations, trois articles. OK, c'est tout. Donc, le producteur, bien sûr, la capacité du tampon est de N. Bien ça? Imaginez que le producteur a produit une information, un article. Il veut le déposer. Il ne peut déposer que s'il y a de la place dans le tampon. Il faut que NB soit inférieur à N. D'accord? Si NB égale à N, ça veut dire qu'actuellement, toutes les cases sont pleines. D'accord? Il faut que NB soit inférieur à N. Le consommateur, symétriquement, il ne peut prélever que s'il y a une case, au moins une case pleine, si NB est différent de 0. Sinon, on ne peut pas prélever si tout est vide. OK? Bien. Un même article ne peut être prélevé qu'une seule fois. C'est-à-dire, imaginez que le producteur a déposé dans la case 2. La case 2 est devenue pleine. Avant, elle était vide. Maintenant, elle est pleine. Le consommateur, quand il vient pour prélever de la case 2, l'article qui a été déposé, il le prélève parce qu'elle est pleine. Mais une fois qu'il prélève, le prélèvement, c'est une lecture en réalité. Hein, c'est une lecture. Je lis. Conceptuellement, on dit que la case est devenue vide. Parce qu'on ne prélève qu'une seule fois. On ne va pas lire plusieurs fois le même article. On le prend une seule fois. Malgré que la lecture n'est pas destructible, c'est vrai. Mais conceptuellement, ça y est, c'est vidé. L'article. Donc, le producteur peut déposer un autre article dans cette case-là. Pas de problème parce qu'il est vide. OK? Voilà. Donc, un même article ne peut être prélevé qu'une seule fois. C'est une consommation comme un sandwich. On le consomme. Là, une fois consommé, il n'y est plus. Ça, c'est très important. Bien sûr, quand imaginez que le producteur veut déposer dans la case 2 et le consommateur va prélever dans la case 2, il ne peut pas faire le travail. Avant que le producteur dépose, la case 2 est vide, c'est sûr. Donc, il va déposer. Tant qu'il n'a pas déposé, le consommateur ne peut pas prélever. Il faut qu'il attende que le producteur termine dans la case. Mais ça, c'est au niveau d'une case.
Mais attention, il y a une autre contrainte complémentaire, c'est que les deux processus doivent pouvoir accéder simultanément au tampon. C'est-à-dire pour tout le tampon, moi par exemple, je suis en train de déposer dans la case 2, si la case 5 est pleine, eh ben, le consommateur peut aller prélever dans la case 5, pendant que moi je suis en train de déposer dans la case 2. Donc on accède simultanément au tampon. Justement, on favorise ça. Il faut que ça se fasse de cette manière-là pour gagner en parallélisme. Je ne vais pas attendre que monsieur dépose pour que moi je vais aller déposer dans un prélevé d'une case qui n'est pas la même. Non, parce que les cases ne sont pas les mêmes. Celle-ci, elle est vide, je peux déposer. Celle-ci, elle est pleine, je peux prélever. On peut faire les choses en parallèle, il n'y a aucun problème. Voilà, donc les deux processus doivent pouvoir accéder simultanément au temps. Donc, toute solution qu'on va adopter doit vérifier cela. OK? Alors, on va essayer d'apporter la solution à ceci, mais c'est une solution qui va être progressive. On va supposer donc qu'on a un producteur pardon, et un consommateur qui partagent un tampon de taille N. Voilà le producteur, voilà le consommateur. On va supposer que les deux processus sont cycliques, ils travaillent de manière cyclique. D'accord? Et ne se termine jamais. Je dépose, l'autre je prélève. Bien sûr, avant de déposer, je dois tout d'abord produire. Et quand je prélève, en tant que consommateur, je vais aller consommer après. C'est normal. OK. Alors, d'ailleurs, j'ai une question à poser, c'est que pourquoi on a opté pour le tampon entre les deux processus producteurs et consommateurs? Pourquoi un tampon de taille N? À votre avis, pourquoi? Il y a une raison à ça. Pourquoi ne pas utiliser, par exemple, une seule variable, sitôt on dépose un article, ça y est, moi je dépose, lui il prélève et puis c'est tout. Pourquoi plusieurs articles, plusieurs cases? Pourquoi plusieurs cases? Pour pouvoir partager plusieurs informations en même temps. Non, 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 il y a une autre raison. Est-ce qu'il y a une autre raison? Quelqu'un peut me dire, s'il vous plaît? C'est pour absorber la différence de vitesse entre le producteur et le consommateur. Imaginez que le consommateur est lent, il est lent. Alors, il prend beaucoup de temps pour prendre les articles déposés. Et bien, le producteur, parce qu'il travaille en continu pour produire, pour déposer, il va risquer de se bloquer. D'accord? Parce que l'autre n'a pas vidé des cases. Alors, c'est pour cela qu'on définit un tampon d'une certaine taille pour ne pas bloquer le producteur quand il dépose. D'accord? Il dépose, et l'autre, il prélève. Oui, donc parfois, quand le consommateur accuse du retard, j'ai des cases vides ou déposées. Parfois, il s'accélère, donc il peut faire mieux. Mais ce nombre de cases-là me permet de ne pas me bloquer. Donc, on absorbe la vitesse, la différence de vitesse entre les deux processus. Voilà la raison. Alors, je reviens maintenant. Alors, moi, je produis un article et bien sûr, je vais aller le déposer. D'accord? C'est tout à fait normal. Ça, c'est le comportement idéal, sans histoire. Je produis, je dépose, je produis, je dépose. Ça, c'est tout va bien. S'il y a des cases vides. Mais bon. Et autre chose. Le consommateur, lui, il va prélever un article et il va le consommer. Prélever, consommer. Le cas idéal, c'est comme ça. Mais attention, vous êtes d'accord avec moi que produire un article n'a pas besoin de synchronisation parce que je le produis dans mon usine, chez moi. Je n'ai pas besoin de me synchroniser avec le consommateur. Je prends tout mon temps pour produire un article. Mais quand il s'agit de le déposer, là, je suis obligé de me synchroniser avec le consommateur. La même chose, le consommateur, quand il va aller prélever, doit se synchroniser parce qu'il se pourrait qu'il n'y ait pas de case pleine. Hein? Donc, il ne peut pas prendre. Mais quand il consomme, une fois qu'il a prélevé, quand il consomme, c'est local. Donc là, il n'a pas besoin de synchroniser. D'accord? Bien. Alors, on va commencer la première solution en utilisant le NB que j'ai décrit tout à l'heure. NB, ça va être le nombre d'articles. Ça va compter NB égale à 0 initialement. C'est le nombre d'articles dont le tampon à l'instant T. Si NB égale à 0, ça veut dire qu'il n'y a aucun. Si NB égale à N, ça veut dire que toutes les cases sont pleines. Le tampon est plein. Donc NB varie entre 0 et N. Bien.
voilà ce qui va se faire. Le producteur, lui, hein, d'après les conditions qu'on a énoncées tout à l'heure, je ne peux pas déposer si le tampon est plein. Si le tampon est plein, NB égale à 1, toutes les cases sont prises, donc il y a un article, j'attends. J'attends, ça veut dire que je fais une boucle. Donc c'est un tant que, ce n'est pas un si, hein. C'est un tant que. Donc NB égale à 1. Donc quand est-ce que je passe, si NB n'est pas égal à 1, ça veut dire inférieur à 1 forcément. Alors là, je dépose. Quand je dépose, qu'est-ce que je vais faire? La même chose aussi, je vais revenir au consommateur. Lui aussi, il veut prélever, mais il ne peut pas prélever si NB égale à 0. Donc, tant que NB égale à 0, je vais me bloquer. C'est une boucle, j'attends. C'est une attente active pour le moment. On va changer après. OK? Le producteur, quand il réussit à déposer, parce que NB n'est plus N, elle a été changé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déposer et puis il va se dire, j'ai un nouveau article, donc NB reçoit NB+. Le consommateur, la même chose. Quand il réussit à prélever un article, là, il diminue les articles. Donc, il va mettre NB reçoit NB moins. Voilà l'idée. Donc, si NB égale à N, celui-là boucle, mais celui-là ne boucle pas parce que NB n'est pas égal à 0 parce que c'est N. Donc, il va aller prélever, mais quand il prélève un article, il va mettre NB soit NB plus 1, ça devient N moins 1 et l'autre peut passer. Et inversement, si celui-là est bloqué parce que NB égale à 0, il n'y a aucun article, bon, celui-là, quand il va passer ici, NB n'est pas égal à 1 parce que c'est égal à 0. Donc, il peut déposer. Quand il dépose, il va mettre plus 1. Ça devient 1. 1, ce n'est pas 0. Celui-là, il va être débloqué pour aller prélever. D'accord? Voilà. Donc, c'est la coordination entre les différents processus. OK? Allah barak. Alors, ça, c'est la première solution, mais c'est bon, mais c'est pas bon. Aussi, c'est pas bon. Il y a un problème, pour être plus fin, c'est qu'il y a les limitations de cette solution-là. Il y a l'attente active, tout le monde voit ça, hein, c'est méchant, hein, l'active, c'est pas bien. Mais il y a aussi le conflit d'accès au niveau de NB. Donc là, moi, je peux modifier, je vais mettre plus 1, lui, il peut mettre moins 1. Si NB est entre 0 et 1, il y a des articles pleins, enfin des cases pleines, il y a des cases vides. Pleines, donc je peux prélever, vide, je peux aller déposer. Et les deux vont se trouver en train de faire NB soit plus 1, NB moins 1. Ils vont aller la même valeur, l'autre il va mettre plus 1, l'autre moins 1, et puis ça ne va pas, ça va pas être la valeur que je veux. Et donc ça ne marche pas. Vous voyez? Donc il y a un problème déjà d'accès, hein, au niveau de NB. Très bien. Alors il y a une chose que je veux vous dire aussi, que j'ai supposé que pour le moment sans histoire, c'est que quand je vais aller déposer, sachant qu'il y a des cases vides, je suppose que je sais où aller déposer. Je le suppose. Je sais sélectionner les cases qui sont vides pour aller déposer dedans. La même chose aussi, parce qu'il y a des cases pleines, le consommateur, je suppose qu'il sait où aller. Il sait où sont les cases pleines. On le suppose pour le moment, mais vous allez voir que le problème va être réglé. La solution 2, on va régler le problème de l'attente active. On va faire attendre les processus. Voilà le squelette de tout à l'heure. Il n'y a rien à ajouter. Alors, je vais utiliser NB toujours, mais plutôt maintenant le processus producteur. Quand il vient, s'il trouve que NB égale à 1, c'est un si, c'est pas un tant que, il va attendre, il va se bloquer. Donc, il n'a pas besoin de boucle. Il se bloque, c'est bon. Il est en attente, il est passif. Consommateur qui kiffe. Si NB égale à 0, il va attendre. Ah, d'accord, j'attends, mais il faut que mon collègue me débloque. Alors, qui est-ce qui va me débloquer? Si le producteur attend, c'est parce que toutes les cases sont pleines, c'est normal. Le consommateur peut travailler, il ne se bloque pas. Hein, il ne peut pas se bloquer simultanément, impossible. Donc, celui-là peut travailler, il prélève. Mais quand il prélève, il se dit, attention, est-ce que mon collègue est bloqué? S'il est bloqué, ça veut dire que c'était plein, c'est pour cela. Alors, je le réveille. Voilà. Et vice-versa, la même chose. Le producteur, lui aussi, quand il va déposer, bien sûr, il va incrémenter, celui-là, il va décrémenter ici, il va incrémenter pour qu'il y ait une case pleine, mais il va dire, est-ce que mon collègue est bloqué? Peut-être que c'est la première case pleine. Donc, il va se poser la question, si mon collègue, le consommateur, est en attente, alors je vais le réveiller. Je vais réveiller le consommateur. Et c'est symétriquement la même chose.
Si le producteur est en attente, je vais le régler. Voilà, ça c'est la deuxième solution. On a réglé le problème de l'attente active, mais on n'a pas encore réglé le problème de l'accès, hein, du conflit d'accès au niveau de la variable n. Est-ce que c'est correct? C'est ce que vous avez compris jusque-là? Ça va? Oui, oui, Ça monsieur. va, ça va, ça va. Les autres? Les autres, ça va? السكوت علامة الرضا. OK. On avance. dès que يوصل الوقت قولوا لي الله يخليكم الوحدة ونص هكذا باش نرتاحوا 10 minutes. OK, et on reprendra Inch'Allah. Bien, donc ça c'est la deuxième solution. On a toujours le problème de conflit d'action au niveau de la variable n. On va utiliser les sémaphores, mais on va y arriver de manière progressive. Vous allez voir. Hein? Au lieu d'utiliser NB qui compte le nombre de cases pleines, si le nombre de cases pleines est égal à NB, combien de cases vides il y en a? Écrivez-moi dans le chat, s'il vous plaît. Si NB est le nombre de cases, la taille totale c'est N. Si NB est le nombre de cases pleines, combien de cases vides il y en a? Allez, écrivez-moi quelque chose. Si la taille du tampon est 20, il y a 15 de plein. Combien il reste de vide? Il reste 5. Il reste 5. C'est N moins NB. NB, B, mais P. NB. NB, nombre. C'est ce qu'on a écrit tout à l'heure, pour être cohérent. OK? Parce que là, j'ai dit autre chose. J'ai NP, ça, je n'ai pas encore parlé de ça. OK? Donc, N moins NB. Alors là, justement, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser deux variables. Au lieu d'une seule variable, on va utiliser deux. Une va s'appeler NP, le nombre de cases pleines, et une autre, ça va être le nombre de cases vides. Ah, on va écrire la solution comme ça. NP égale à 0 initialement, et NV est égal à N initialement. Il y a N cases vides au départ, mais aucune case n'est pleine. C'est clair? Ça, c'est l'initialisation. Là, c'est le modèle que j'ai donné déjà. Alors, vous allez voir, normalement, le processus producteur, quand il veut déposer, ce qui l'intéresse, c'est les cases vides. Tant que NV est différent de 0, il y a des cases vides. Il y a des cases vides, je peux travailler. C'est bien ça. Ou bien, si NV, quand est-ce que je me bloque? Je me bloque si NV est égal à 0. Il n'y a aucune case vide. Bon, en supposant qu'il n'a pas mis ça. Hein. Supposons qu'il n'a pas mis ça. Je trouve un article. Si NV est égal à 0, alors je me bloque. Mais là, il a commencé par faire NV, justement, je vais arriver à un résultat. Il a commencé à faire NV, soit NV moins 1, dès le départ, avant de tester. Et dans ce cas-là, il va tester NV par rapport à moins 1. Parce que si c'était 0, il n'y a rien. Moins 1, ça devient moins 1, ça devient moins 1. NV moins 1, ça devient moins 1, la valeur moins 1. OK? Donc, je me bloque dans le cas où NV est égal à moins 1. C'est bien ça? Si NV est égal à 1 au départ, je mets NV reçoit moins 1, ça devient 0. 0, je ne me bloque pas. Ça veut dire que c'était 1. Je peux aller. Mais moins 1, si je me bloque. Okay? La même chose aussi, le consommateur. J'ai préféré parce que j'ai une raison. Le consommateur, il décrémente NP. Ce qui l'intéresse, c'est les cases pleines. Il ne faut pas qu'il y ait 0 cases pleines. Si NP égale à 0, je me bloque. Mais là, parce que j'ai décrémenté en premier, alors je vais tester par rapport à moins 1. Si NP égale à moins 1, alors j'attends. Si c'est 0, je ne me bloque pas. D'accord? Très bien. Alors, bien sûr, quand je dépose une case, ça veut dire que j'ai pris une case. J'ai pris une case vide à l'avance. J'ai pris une case vide. Si je passe, ça veut dire que c'est pris. Ça y est, je l'ai décrémenté de 1. Et quand je dépose cette case-là vide que j'ai pris va devenir pleine. Donc, je vais incrémenter le NP. Rien ne se crée, rien ne se perd. OK? Elles deviennent pleines. Donc, moins une case vide, je l'ajoute comme étant case plus 1.
OK? Et après, qu'est-ce que je vais faire? Le consommateur se bloque, c'est NP égale à moins 1. C'est bien ça? Moins 1. Et moi, quand j'incrémente NP, elle devient plus 1. Si c'était moins 1, il est bloqué. Quand je mets plus 1, ça devient 0. Ah, ça veut dire qu'il est bloqué, justement. Donc, si NP égale à 0, parce que quand j'incrémente, je vais poser la question, est-ce que mon collègue est bloqué? C'est normal, parce qu'il attend. Hein? Quand est-ce qu'il est bloqué? Si NP égale à 0, parce que j'ai incrémenté. J'ai incrémenté de 1. Si NP égale à 0, ça veut dire que c'était moins 1, il est bloqué, donc je le réveille. Et la même chose ici. Une case pleine, je l'ai prise, d'accord? J'ai pris cette case pleine, donc moins 1 à l'avance. Si je me bloque, c'est moins 1. Sinon, je l'ai pris. Ça y est, j'ai pris une case pleine. Je vais la transformer en case vide. Et donc, NV va être plus 1. Moins 1, plus 1. Hein? Donc, il y a une transposition. Et bien entendu, si NV égale à 0, ça veut dire que c'était moins 1 avant que j'incrémente. Ça veut dire que mon collègue est en attente. Donc, je dois le réveiller pour qu'il puisse déposer. Voilà la solution. OK? Et ça fonctionne bien. Et attention, le NP ne dépasse pas moins 1, ne peut pas être moins 2, c'est parce que les valeurs sont positives, d'accord? La plus petite valeur, c'est moins 1. C'est 0, ça devient moins 1. Parce que je me bloque à ce moment-là, je ne décrémente pas une autre fois. Vous voyez, mon collègue me réveille ici. Quand il me réveille, ça veut dire qu'il a incrémenté. C'est devenu 0, d'accord? Ah, il m'a réveillé, donc je dépose. Et vous voyez, ou bien je prélève, ça dépend de qui réveille qui, ok? Et voilà, la valeur ne peut aller au-delà, en bas, au-delà de moins. C'est clair. Donc, il y a une cohérence ici. Alors, je vais essayer de voir de près cela. Qu'est-ce que ça veut dire ça? NV reçoit NV moins 1. Si NV égale à moins 1, alors attends. Ça vous rappelle pas quelque chose ici? Ça vous rappelle pas quelque chose? Ça nous rappelle les sémaphores. Sémaphore. S reçoit S moins 1, si S est négatif, alors j'attends, je me bloque. Si S est négatif. Négatif, parce qu'il peut y avoir plusieurs processus qui exécutent hein, le P de S. Mais là, c'est un seul processus qui fait ça. Hein, NV reçoit NV moins 1. Mais qu'un choix d'autre, il n'y a pas. Et on a un seul producteur. Donc la valeur la plus petite de NV, c'est moins 1. Pas aller au-delà. Mais je peux généraliser. Donc je dirais, si NV est négatif, alors attends. Là, c'est P. Hein, c'est le P de NP. C'est l'équivalent de P de N. Et là aussi, bon, le 2, hein, NP reçoit NP plus 1 si NP est nul. Elle ne peut pas être négative, hein, parce que la valeur la plus petite, c'est moins 1. Moins 1, quand je mets plus 1, c'est 0. Ça ne peut pas être moins 2 pour qu'elle devienne moins 1 et je dis moins négatif. Donc voilà, c'est parce qu'il y a un seul processus, tout simplement. Hein, la valeur ne va pas aller au-delà de moins 1. Donc là, c'est le V de NP. C'est le V de N. Et symétriquement aussi, 3, c'est P de NP et là, V de N. Voilà. Et ça nous ramène à la solution finale que vous voyez ici. OK, Shabab? On va essayer de dérouler sur un exemple, justement. Donc, la solution que j'ai établie en modifiant progressivement m'a amené à l'utilisation des sémaphores. Et utilisation des sémaphores, il y a l'exclusion mutuelle automatiquement au niveau des variables. Vous voyez, on protège le NP tout à l'heure, le NB. Il n'est plus NB, mais NP et NV. Et deux. Et si on laisse comme on l'avait tout à l'heure, on aura un conflit d'accès. Mais parce qu'on va les utiliser en tant que sémaphore, il n'y aura pas de conflit d'accès au variable, justement. Voilà. Et l'attente est passive, justement. Et maintenant, pourvu que ça marche. C'est tout. Allez, on va essayer de dérouler. Alors, on va supposer qu'on a un tampon de taille 3. Je te dire taille 3. 3 cases. Initialement, toutes les cases sont vides. Donc, le N est égal à 3. NV égale à 3. NP égale à 0. OK? Et on a ceci. Je problématique. Je vais faire P de NV. Je dépose V de NP. Et P de NP, je prélève V de. OK? On a deux pointeurs. Imaginez qu'on a
les cases, hein, donc comme pointe la case, cette case-là, hein, pour arbitre indicatif initial, parce que c'est un tableau. Un pointeur est utilisé par le producteur et un autre pointeur est utilisé par le consommateur. Bien. Donc, n égale à 3, initialisation, np donc égale à 0 et nv égale à 3. On va supposer que le consommateur arrive en premier. Il rentre dans la boucle, il va faire P de np. Est-ce qu'il y a des cases pleines? Non, il n'y a aucune case pleine. Ça devient négatif, il se bloque. Consommateur, donc np c'est moins 1, attends, il se bloque. Ok, Shabab? Très bien. Il se bloque. Le producteur arrive. Il a produit un article, il veut le déposer. NV est égal à 3. Souvenez-vous, hein, et là-bas, la dernière valeur. C'est la valeur ici. P de NV, ça devient 2. Je ne me bloque pas. Parce que 3 cases pleines vite. Moi, je peux déposer 3 fois. Hein. Je vais faire 3 fois la boucle sans me bloquer. Bon, il a fini cette fois. Et il ne va pas se bloquer, mais NV va devenir 2. Il va aller déposer. Ah, la case est pleine. C'est bon. Il a déposé un. Bon, on va dire que le pointeur va pointer la prochaine case pleine, par exemple. Okay? Celle-ci. Il peut pointer celle-ci, hein? Peu importe. Alors, quand je termine de déposer, qu'est-ce que je fais? L'autre, il est bloqué, il ne peut rien faire. Mais maintenant, on peut le débloquer. Quand je termine de déposer, je vais faire V de NB, V de NP. NP est égal à quoi? À moins 1. Quand je vais mettre V de NP, j'incrémente NP de 1, ça devient 0. 0, c'est négatif ou nul, oui. Alors, je réveille le processus. OK? Producteur, donc NP va être 0. Hop, commence, il va activer le consommateur. OK? Le producteur va aller faire autre chose, par exemple, d'autres instructions. Mais le consommateur, ça, il ne va pas être bloqué, il va se réveiller, il va aller déposer avec un pic à la 0. Il va prélever, pardon, prélever. Il va prélever l'article qui est pointé par ce pointeur-là, pas le prélever. OK? Quand il termine de prélever, bien sûr, il va aller vers une autre case pour aller prélever notre lieu. Il va faire V de NV. V de NV va être combien? 3. 3, ce n'est pas négatif ou nul, donc je ne réveille personne. Bon, il va faire autre chose maintenant. Ah, on est à l'état de repos de tout à l'heure. Hein? D'accord? NP égale à 0 et NV est égal à 3. Bon, le producteur revient. Il a produit un article, on suppose qu'il l'a fait, hein, pour ne pas perdre de temps. Et maintenant, il veut déposer. Oui, il va faire P de NV, ça devient 2, il ne se bloque pas, il va aller déposer. Il dépose. D'accord? Bon, j'ai sauté une case ici, d'accord? Donc, on a une case, voilà, toutes les cases sont vides. Donc, il dépose dans cette case-là. OK. Les pointeurs sont à titre indicatif. On va en parler après. Hein. Voilà. Il va mettre à jour le pointeur. Il va faire V de NP. Il se trouve que l'autre n'est pas bloqué. Vous êtes d'accord? Il est autre. NP égale à 0. Bon, V de NP, donc NP va être égal à 1. Il va revenir. Il va faire P de NV. NV égale à 2, donc ça devient 1. Il ne se bloque pas, il va les déposer. Il dépose. OK? Voilà. Il y a 2 articles qui sont déposés, il manque un seul. Donc, NV égale à 1. Vous voyez, NV, c'est le nombre de cases vides. Le nombre de cases pleines, c'est N. NP va le faire maintenant. V de NP, ça devient 2. Maintenant, ça exprime le nombre de cases pleines. OK? Ça dépend là où on est. Il va revenir une autre fois pour déposer un autre article. P de NV qui est 1, ça devient 0. Il va déposer, ne se bloque pas. V de NV, donc les 3 sont pleins. Hein? Donc voilà, le pointeur il a terminé sa mission, pour ce qui nous concerne ici. V de NP qui va devenir 3. D'accord? 3 veut dire quoi? Veut dire qu'il y a 3 cases pleines, il n'y a aucune case vide. Si je reviens, oh, je me bloque. Tout est plein. P de NV, ça devient moins 1, je me bloque. Vous voyez, ça marche très bien, je me bloque. J'attends que mon collègue me réveille. Mon collègue, il est en train de faire autre chose. Donc, supposons que maintenant il revient, lui, pour revenir, d'accord? Il va faire P de NP. NP, c'est 3. Ça devient 2. Je ne me bloque pas, je vais aller prélever. Je prélève cette case-là. Je mets à jour le pointeur. Et je vais faire V de NP. NP, c'est moins 1.
Quand je vais faire V de NV, ça devient 0. 0, c'est négatif ou nul, oui. Donc, je vais réveiller le processus producteur. OK? Bon, là, c'est juste, j'ai mis à jour les cases. J'ai mis la case vide sur côté là. C'est tout qu'il a vidé. Il y a le mec, allez, ce côté. Bien. Donc, en tout cas, on a une case. V de NV, je vais réveiller, donc ça devient 0. Je vais réveiller le producteur qui est bloqué. D'accord? Le producteur, consommateur de NV égale à 0, producteur est actif. OK. Consommateur fait autre chose. Consommateur fait autre chose. Le producteur revient. Il va produire un article. D'accord? Parce qu'il a été réveillé. Hein, et on a une case vide. D'accord? Il va déposer l'article. Et c'est clair, c'est déposé. V de NP revient à la valeur de tout à l'heure. D'accord? V de NP, NP devient 3. Vous le voyez? 3. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Supposons qu'il n'est plus intéressé maintenant, le producteur. Consommateur, combien de fois il peut travailler? 3 fois. 3 fois. Le producteur n'est pas bloqué, hein, il n'est pas revenu pour se bloquer. Le NV est à 0. Il a pris la dernière case. Si le consommateur, c'était moins 1, c'est devenu 0. Donc voilà, c'est resté à 0, mais il l'a utilisé. C'est comme ça. Bien. Maintenant, le consommateur va revenir. Le producteur ne va pas revenir. Le consommateur peut travailler 3 fois. P de NP, ça devient 2, ça devient 1, ça devient 0. V de NV, ça devient 1, 2, 3. Donc, il peut travailler 3 fois. D'accord? Voilà. C2, je dépose, je prélève. JVT, c'est bon. Je vais revenir. Ah, une case vide. Je le remets toujours de ce côté-là, les cases vides. Pardon. Je vais faire V de NV, ça devient 1. Personne n'est bloqué. Je vais revenir pour P de NP, ça devient 1. Je prends une case. Je prélève cette case-là, c'est vidé. D'accord? Je mets la case de l'autre côté parce qu'elle est vidée. Je vais V de NV, il y a 2 cases vides, mais le producteur n'est pas intéressé. Je reviens P de NP. Je vais prendre une case pleine, la dernière. Je ne me bloque pas, ça devient 0. Je prélève cette case-là, je la vide donc. Je vais faire V de NV. Voilà, 3 cases sont vidées. Et voilà, tout est vide. Quand je fais V de NV, ça devient 3. Et si je reviens, je me bloque. Je ne peux pas travailler. Voilà. Et rebelote, ça continue de cette façon. Déjà, on a commencé par le blocage du consommateur. Maintenant, il est bloqué. On a même bloqué le producteur et on a tout fait. Donc, ça marche dans tous les cas possibles. Ça marche impeccable. Voilà, Shabab. Donc, on a terminé. Et c'est 13h30. Très bien, heureusement que maintenant. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, 10 minutes de repos pour tout le monde. Et revenez. نزيدوا شويه في الكور et puis on va entamer le TD هكذا باش on commencera le TP correctement. Ok شباب؟ Ça va? Pas de questions? Allez, 10 دقائق. On va prendre 10 دقائق. Restez connectés comme vous l'êtes. نحيو غير الصوت.